Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire organisé par Grisby. Au menu du jour, transmission, comment protéger ses proches. C'est la première fois que l'on adresse cette thématique au cours de l'un de nos webinaires, thématiques si importantes et qui nous concernent tous. On est très heureux et même chanceux de bénéficier aujourd'hui de l'expertise de deux notaires associés de l'Office notarial de 1694 notaires. Merci à Aurélie et Pierre d'avoir accepté notre invitation. On aura également la chance et le bonheur de bénéficier de l'intervention d'Étienne de Saint-Germain, qui est conseiller en gestion de patrimoine chez Grisby et qui nous introduira le sujet. Je vais d'ailleurs vous laisser la parole à tous les trois pour vous présenter. Aurélie, si tu veux bien commencer. Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Aurélie Chaplin. Je suis notaire à Versailles, à l'étude 1694. Je suis spécialisée en droit de la famille, surtout axée sur le droit des successions et les transmissions patrimoniales, avec une petite spécialité supplémentaire en droit international, axée aussi sur le droit de la famille. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Pierre de Parade, donc je suis un des associés d'Aurélie chez 1694 notaires, et moi j'exerce dans notre étude, dans notre deuxième étude qui est située à Chaville dans les Hauts-de-Seine, et donc je fais du notariat des particuliers, du droit immobilier et beaucoup de droit de la famille également. Donc voilà, notariat des particuliers principalement. Très bien, merci Pierre, merci. Aurélie, Étienne, un mot ? Oui, bonjour à tous, Étienne de Saint-Germain, je suis conseiller en gestion de patrimoine chez Grisby depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et moi, mon travail, c'est d'accompagner mes clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine au sens très large, dont la transmission fait intégralement partie. Et on est amené à travailler en collaboration avec des cabinets notariés comme ceux de Pierre et d'Aurélie. Et voilà. Très bien, merci Étienne. C'est bien Étienne de Saint-Germain et pas Lisa Violo, comme vous pouvez le voir. C'est juste un petit souci technique quelques instants avant le démarrage du webinaire. Et un petit clin d'œil à Lisa et à tous les clients de Lisa qui la reconnaîtront. Voilà, simplement un petit mot avant de rentrer dans le vif du sujet pour vous dire que vous avez, comme les fois précédentes, la possibilité de nous poser des questions à l'écrit sur donc, la thématique de la transmission, de la protection des proches. N'hésitez pas à poser vos questions, à rédiger vos questions qu'on pourra relayer donc aux intervenants, aux notaires ici présents. Et voilà, et puis il y aura également un replay qui sera disponible après cet épisode. Merci une fois de plus à Aurélie et Pierre. Je vais te donner la parole, Étienne, pour commencer, afin que tu nous présentes le sujet de la transmission et de la succession, présente le sujet dans sa globalité, et puis également les enjeux portés par cette thématique. Étienne, je te donne la parole. Oui, merci Maxime. Effectivement, moi je voulais revenir un petit peu sur l'enjeu global qui est la transmission du patrimoine en France aujourd'hui. C'est un sujet qui est assez important et qui est revenu assez régulièrement dans le débat, notamment pour la présidentielle au cours de ces dernières semaines. On a eu plusieurs candidats. Je crois que même la majorité d'entre eux se sont prononcés pour un allègement de la transmission de son patrimoine en cours de vie. Et c'est effectivement un sujet qui est important, et nous on s'est rendu compte en préparant aussi ce webinaire et avec notre expérience au cours de ces dernières années qu'en France on est effectivement, ça tout le monde le connaît, les champions en termes d'impôts au global et notamment sur le revenu, mais aussi sur la transmission. Il faut savoir qu'aujourd'hui l'impôt sur les recettes en fait fiscales que l'État va générer avec les impôts sur la succession représentent à peu près 1,4% des recettes fiscales totales de l'État et 0,6% du PIB. Alors ça peut paraître très faible, mais en réalité, c'est quand même 13 milliards de dollars par an, d'euros par an. Et par rapport à nos voisins directs, on est vraiment les champions parce que c'est à peu près 2 fois plus qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Donc, c'est quelque chose qui est assez significatif en termes de montant global. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité du temps, nos clients n'ont pas conscience en fait que cette problématique va les toucher directement. Soit parce qu'ils estiment avoir un patrimoine qui est pas suffisamment conséquent pour que ça les concerne, soit ils estiment qu'ils auront largement assez le temps de s'en occuper plus tard, parce qu'aujourd'hui ils ont 50 ans, ils ont 60 ans, et c'est pas quelque chose qui leur semble
d'actualité. Et en fait, c'est en se rendant compte et avec leur expérience personnelle d'un décès d'un proche, d'un décès d'un parent, qui vont se rendre compte de la complexité qu'est une transmission, une succession, toutes les complexités administratives que ça peut entraîner et surtout le coût que ça peut générer. Alors, la réalité des faits, c'est que, et c'est des points qu'on va pouvoir développer au cours de ce webinaire, il n'est jamais trop tard pour s'occuper de la transmission de son patrimoine, et c'est même plutôt encouragé de le faire rapidement, parce que ça pourrait vous éviter d'une part d'avoir un certain nombre de discordes au niveau de la famille, et le déchirement familial, il y en a plusieurs, on a de nombreux exemples, nous, qu'on connaît. Ça peut éviter à vos enfants aussi de payer un certain nombre de droits de succession qui sont trop chers pour eux, et on a tout un tas d'exemples de personnes qui doivent revendre la résidence principale dont ils ont hérité pour pouvoir payer les droits de succession dessus. On a eu il y a quelques semaines aussi des clients qui ont hérité d'actions via des comptes titres ou des PEA qui sont totalement illiquides au niveau de la succession. Donc, comme on ne peut pas les solder, il faut trouver de l'argent à côté pour payer les droits de succession dessus. Donc, c'est vraiment beaucoup de complexité. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que, et là je reste sur un sujet extrêmement général, c'est que la transmission d'un patrimoine à votre décès, on va faire l'inventaire en fait de tout ce que vous détenez, tout ce que vous possédez, on va le chiffrer, et ensuite on va le transmettre à vos héritiers à parts égales, en fonction de leur lien de parenté avec vous, et ces héritiers vont bénéficier d'un certain nombre d'abattements sur lesquels, enfin, c'est un montant de patrimoine dont ils vont bénéficier sans payer en fait d'impôts. Alors en France, l'abattement est assez simple, c'est 100 000 € par enfant pour une transmission directe. Et là encore une fois, je fais la comparaison avec nos pays frontaliers, mais c'est amusant de savoir qu'en France, si on est à 100 000 € de transmission de patrimoine exonéré par parent, par enfant, en Grande-Bretagne, c'est 325 000 et en Italie, 1 million. Donc on se rend compte qu'en fait, dans nos pays qui sont les pays qui sont vraiment tout proches de nous, la transmission du patrimoine est bien plus encouragée que chez nous. C'est peut-être aussi pour ça que plusieurs candidats se sont emparés du sujet pour augmenter les plafonds et faciliter justement cette transmission. Oui, très clairement, très clairement. Et en fait, au-delà de cet abattement-là, le patrimoine va ensuite être transmis et taxé selon un barème progressif qui peut vite être assez élevé. Pour rester dans le cadre d'un exemple parent vers enfant, ça va jusqu'à 45% de taxation pour les tranches les plus hautes. Alors, si vous n'avez pas une idée très concrète de ce que la transmission de votre patrimoine pourrait donner en termes d'impact financier pour vos enfants, combien est-ce qu'ils devront payer en fait finalement pour recevoir le patrimoine que vous leur transmettez, n'hésitez pas à utiliser notre outil Grisby. Si vous le remplissez de manière efficace, vous aurez un diagnostic succession qui est très bien fait, qui vous permettra de voir pour chacun de vos enfants combien est-ce qu'il devra s'acquitter en termes de fiscalité, en termes de droits, et ça vous permettra déjà d'avoir une idée assez rapide de l'impact d'une succession pour vos enfants. Alors finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui ? Quelles sont les clés que vous allez avoir pour permettre de votre vivant d'optimiser la transmission de votre patrimoine, éviter que vos enfants doivent se déposséder d'un certain nombre de biens pour pouvoir en hériter, éviter des discordes familiales, des complexités administratives, vous protéger entre conjoints aussi. Et bien en fait, contrairement à ce qu'on pense, vous avez beaucoup de solutions, et plus vous vous y prenez jeune et plus vous en aurez. C'est des solutions qui ne sont pas forcément complexes à mettre en place, elles peuvent être très simples, mais il faut vraiment s'y penser, il faut vraiment s'y pencher. Alors le premier réflexe en fait que nous on vous conseille, c'est de nous contacter, votre conseiller patrimonial, celui avec lequel vous avez l'habitude de travailler, peut-être le cabinet Grisby de manière générale si vous n'êtes pas habitué à travailler avec nous pour le moment. On va pouvoir en fait, comme on vous connaît, avoir une vision générale sur votre patrimoine, sur vos projets, sur votre famille, et vous aider à y voir plus clair dans un premier temps. Identifier les grosses problématiques, les axes de priorité, vous détailler quelques axes de solutions, vraiment, vous accompagner si nécessaire dessus, et puis après vous mettre en relation avec des professionnels, notamment nos amis notaires avec qui on travaille, si nécessaire. Mais vraiment, c'est le premier réflexe que vous devez avoir. S'il y a une chose à retenir, c'est que même si vous avez 50, 60, 65 ans, c'est l'âge parfait pour commencer à s'y pencher. Vraiment, n'hésitez pas. Plus vous êtes âgé et moins vous aurez de possibilités d'optimiser la transmission de votre patrimoine. Donc, essayez d'y voir plus clair, peut-être de votre côté, ou alors en nous contactant, et on se fera un plaisir de vous aider.
Message reçu. Merci Étienne pour cette belle introduction. On va donner la parole maintenant à Pierre, peut-être pour commencer. Effectivement, quand on parle de transmission et de protection de sa famille, il y a plusieurs sujets ou sous-thématiques qui peuvent être adressés. Et la première que l'on a identifiée, c'était la protection du conjoint qui concerne beaucoup de gens. Et c'est bien logique. Pierre, est-ce que tu peux nous éclairer sur effectivement cette idée de protection du conjoint survivant? Oui, avec plaisir, Maxime. Alors avant de parler, c'est Aurélie qui va vous parler du sujet de la transmission aux enfants. Mais c'est vrai que sur le sujet, le premier sujet aussi qui est important, c'est la protection du conjoint. Et la première remarque que je voulais faire, enfin qu'il faut que tout le monde ait bien en tête, c'est qu'est-ce qu'un conjoint? Et bien distinguer le conjoint qui est marié du partenaire de Pacs et même du concubin qui ont des situations tous les trois bien différentes, que ce soit au niveau civil, au niveau de la transmission, et aussi au niveau fiscal. Donc juste un rappel rapide là-dessus, le concubin n'est pas héritier et il est fiscalisé à 60%. Donc c'est la solution la pire. Le partenaire de Pacs, lui, il n'est pas héritier non plus. En revanche, il est exonéré de droit de succession s'il hérite. Donc ça veut dire que si on veut faire bénéficier son partenaire de Pacs de son patrimoine, c'est possible, mais il faut faire impérativement un testament, et dans ce cas-là, il sera exonéré de droit de succession. Donc la solution est assez simple. Conseil chez un notaire, c'est de faire tout simplement un testament pour protéger le partenaire de Pacs. Et puis la troisième solution, c'est peut-être celle-là aussi qui était le plus à envisager, c'est celle du conjoint marié, de l'époux marié, où là on a différentes hypothèses. Le Code civil prévoit deux options pour le conjoint survivant, c'est d'avoir la totalité en usufruit de la succession ou un quart en pleine propriété. Donc on a une option de totalité en usufruit qui est en elle-même assez protectrice du conjoint survivant. Le seul bémol et la seule chose à avoir bien en tête quand même, c'est que s'il existe des enfants d'unions différentes, cette option de la totalité en usufruit disparaît. Et ça, tout le monde n'en a pas toujours conscience. Donc c'est aussi très important si vous avez des enfants d'unions différentes. Ne pensez pas que votre conjoint pourra opter pour la totalité en usufruit. Il ne pourra pas le faire au terme du Code civil. Il ne pourra le faire que si vous le prévoyez soit par testament, soit en signant une donation, ce qu'on appelle une donation entre époux, une donation au dernier vivant, qui permettra au conjoint de récupérer cette option de la totalité en usufruit et même d'avoir d'autres options plus fortes et encore plus protectrices. Donc l'outil vraiment utile, c'est le testament, la donation entre époux. Sachant que ces deux outils permettent aussi, alors c'est un petit peu technique, mais c'est quand même, ça peut être très utile, c'est la faculté de cantonnement, c'est-à-dire que en présence de donation entre époux ou d'un testament, le conjoint survivant pourra décider de choisir de garder tel ou tel bien du patrimoine et de laisser le restant du patrimoine à ses enfants, aux enfants héritiers, en estimant que lui-même n'en a pas besoin et qu'il préfère commencer à transmettre. Donc ça, c'est un outil qui peut s'avérer très utile et qui permet notamment donc de revenir à partager les biens de la succession tout en étant exonéré de fiscalité au niveau du droit de partage. Quand on partage les biens qui sont en indivision, on a un droit de partage à payer de 2,5%. Avec le cantonnement, on peut se répartir les biens sans payer le droit de partage. Et sur les patrimoines importants, ça peut avoir un impact vraiment intéressant. Donc ça, c'est un autre avantage de la donation entre époux ou du testament. Et puis, il y a un dernier outil auquel on pense quand on veut protéger le conjoint, c'est aussi tout simplement le changement de régime matrimonial avec l'adoption du régime le plus protecteur possible. C'est donc évidemment la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au profit du conjoint survivant. Donc dans un cas comme celui-là, il n'y a même pas de succession à proprement parler. Le conjoint survivant récupère l'intégralité du patrimoine. Les enfants n'héritent de rien au premier décès. Ils hériteront seulement au deuxième décès de la totalité. Donc c'est très protecteur pour le conjoint. Après le premier décès, le conjoint n'a pas à être en concours avec les enfants. Donc ça a cet avantage-là. La seule chose à avoir en tête, c'est que fiscalement, c'est assez souvent une mauvaise opération, puisque les enfants hériteront
du patrimoine de leurs parents en totalité au deuxième décès, donc en utilisant une seule fois les abattements, l'abattement de 100 000 euros dont il était question tout à l'heure, et en utilisant une seule fois les tranches de progressivité de l'impôt. Donc la note fiscale sera plus salée au global pour les enfants. Donc avantages et inconvénients à chaque fois à bien mesurer avant de prendre une telle décision. Voilà oui, raison de plus peut-être pour combiner transmission du patrimoine et changement de régime matrimonial pour éviter effectivement que l'impact fiscal pour les enfants soit trop élevé. Mais merci Pierre en tout cas pour cette première présentation sur la thématique de la protection du conjoint survivant. On a une question, je te la pose tout de suite parce qu'elle est en lien avec la thématique. Je ne sais pas si c'est une question qui vous a été souvent soumise à toi et à Aurélie. Je vous la lis. Peut-on à l'inverse déshériter son conjoint s'il est financièrement autonome? Voilà la question qui vient d'être posée. Alors oui, on peut déshériter son conjoint, sauf dans le cas où il n'y a pas d'enfant. Quand il n'y a pas d'enfant, le conjoint est réservataire pour un quart en pleine propriété de la succession. Donc voilà, soit il y a deux hypothèses, soit il n'y a pas d'enfant et le conjoint survivant récupérera forcément un quart en pleine propriété de la succession, c'est la réserve héréditaire du conjoint. En revanche, s'il y a des enfants, il est tout à fait possible de déshériter son conjoint qui n'est plus réservataire. Très bien, très bien, très bien. Merci Pierre pour cet éclairage. Est-ce que Aurélie, tu peux nous apporter ton éclairage justement sur la deuxième thématique identifiée qui est celle de la transmission aux enfants? Oui, tout à fait. Donc, sur la transmission, sur cette thématique, je vais évoquer deux sujets avec vous. Le sujet des donations qu'on rencontre très souvent et le sujet des contrats d'assurance vie qu'on n'y pense pas forcément en termes de transmission, mais qui peut être vraiment très intéressant d'un point de vue fiscal. En ce qui concerne les donations, tout d'abord, on parle souvent de donations et vous entendez souvent les notaires parler de donation-partage. Premier point, quelle est la différence entre ces deux types de donations? La différence, elle va être d'un point de vue civil. Quand vous faites une donation à un seul de vos enfants, cette donation, au moment du décès, il faudra qu'on en reparle, il faudra qu'elle soit réévaluée en fonction de ce qu'elle est devenue. Du coup, il faudra reformer au moment de la succession une masse fictive en tenant compte de cette donation, si c'était un bien, du prix de vente, dans quoi il a été réinvesti, etc. Au contraire d'une donation-partage, ou dans le cadre d'une donation-partage, tous les enfants vont recevoir. Ils peuvent recevoir la même chose ou pas. On peut faire des donations-partage égalitaires ou inégalitaires, mais on va faire ce qu'on appelle, on va figer les valeurs. On va dire qu'ils ont reçu quelque chose et qu'on ne reviendra pas sur le principe de cette donation, qu'en gros, le sujet a été traité et qu'au moment de la succession, il en sera tenu compte peut-être d'un point de vue fiscal si c'est une donation qui a moins d'un certain nombre d'années, 15 ans, mais en tout cas, d'un point de vue civil, il n'y aura pas de réévaluation à faire. Donc ça, c'est vraiment pour ça que souvent, on vous pousse à faire des donations-partage dans la mesure où c'est possible pour dire, ça y est, tout le monde a reçu un lot et on ne reviendra pas là-dessus. Et c'est ce qu'Étienne disait, ça peut éviter d'avoir des désaccords familiaux plus tard. Parce que quand il faut réévaluer une donation qui a été reçue un certain nombre d'années avant le décès, et qu'en plus le défunt n'est plus là pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, c'est souvent là que ça pose des problèmes. Sauf si toutes les familles s'entendent bien, etc. Mais c'est pour ça que la donation-partage a notre préférence et la préférence des héritiers quand le décès survient. Ce n'est pas parce qu'on a fait une donation qui n'est pas une donation-partage qu'on ne pourrait pas revenir dessus, c'est-à-dire qu'on peut la transformer en donation-partage. On fait alors ce qu'on appelle une réincorporation de la donation précédente dans une donation-partage pour rétablir cette égalité, cette volonté de figer les valeurs. Et du coup, cette donation simple est transformée en donation-partage et on a le même résultat, on n'en parlera plus au moment du décès. Donc ça, c'est vraiment ce qui a notre préférence. La donation, vous pouvez décider de la faire
en pleine propriété. Aurélie, excuse-moi, je t'interromps une seconde, je suis désolé. On vient d'avoir une question à l'instant sur la donation-partage. Oui. Ce que tu viens d'évoquer, y a-t-il un intérêt à faire une donation-partage lorsqu'on a un seul enfant? Non, quand il y a un seul enfant, on ne peut pas faire une donation-partage, il n'y a pas de partage. Il D'accord. faut forcément 2 enfants. Donation-partage, c'est à minimum. Ouais. Ok, merci Aurélie. Je reprends, oui. Alors, le type de donation. On peut faire une donation en pleine propriété ou bien on peut faire une donation en nue propriété. La donation en pleine propriété donc on se dessaisit complètement du bien. On n'en garde rien. Ça peut avoir des intérêts si on souhaite transmettre à un enfant et qu'en plus, on cherche à gommer un autre impôt qui est la plus-value. Ça peut être la plus-value immobilière, c'est-à-dire que j'ai envie que mon enfant bénéficie d'une somme d'argent. J'ai un bien immobilier, je veux m'en séparer. Si je le vends, moi, ça fait moins de 30 ans que je suis propriétaire, ce n'est pas ma résidence principale, je vais être soumis à la plus-value immobilière. Par contre, si ce bien, je le donne à mon enfant, à une valeur qui me semble être un bon prix de vente, qu'ensuite mon enfant va vendre le bien, lui, son prix d'acquisition, c'est la valeur de la donation qui sera équivalent ou presque au prix de vente et de ce fait, il n'aura pas de plus-value immobilière. Donc ça, c'est une façon de gommer la plus-value et de transmettre à son enfant. Par contre, il faudra bien que la donation soit préalable à la signature de toute promesse de vente pour éviter toute requalification, l'abus de droit fiscal, etc. Et en plus de ça, que le donateur se dessaisisse réellement du bien et du prix de vente. C'est-à-dire que s'il donne à son enfant, que l'enfant vend et qu'ensuite le prix de vente retourne dans le patrimoine du donateur, à ce moment-là, c'est un redressement fiscal qui sera l'aboutissement. Ça peut être aussi sur des actions. Vous avez un portefeuille. Si vous vendez des actions, vous êtes soumis à la plus-value. Par contre, si vous donnez ces actions à votre enfant et que c'est lui qui vend, à ce moment-là, vous gommez également la plus-value des valeurs mobilières. Donc, ça peut être un bon moyen de transmettre. L'autre moyen dont je vous ai parlé, ce sont les donations en nue propriété. On les rencontre très souvent, surtout pour les biens immobiliers. Quel avantage ça procure? C'est-à-dire que vous allez faire une donation, mais comme vous ne donnez que la nue propriété, on la donne pour une moindre valeur. Qu'est-ce que c'est que la nue propriété? Qu'est-ce que c'est que cet usufruit que vous allez vous réserver? La nue propriété, c'est la personne qui est propriétaire du bien, mais il n'en a pas la jouissance. La jouissance, elle est réservée à l'usufruitier, qui sera le donateur et qui conservera cet usufruit. Donc, il va transmettre la nue propriété, il reste usufruitier, ça veut dire qu'il va pouvoir occuper le bien s'il le souhaite, il va pouvoir le louer, récupérer les loyers, et il va pouvoir, en plus de ça, prévoir que cet usufruit, au moment de son décès, c'est son conjoint qui en bénéficiera. Et de ce fait, c'est uniquement à l'issue des 2 décès des époux que les enfants deviendront pleinement propriétaires des biens. Et plus le donateur va transmettre tôt cette nue propriété, et plus il va le transmettre pour une moindre valeur. Il y a un barème fiscal qui existe, qui dit quand vous avez tel âge, votre usufruit est évalué à un certain pourcentage, et plus vous êtes jeune, et plus votre usufruit est élevé, parce que c'est en fonction de votre espérance de vie. Cas de figure, vous avez entre 51 et 61 ans, votre usufruit vaut 50%. Donc, si vous décidez de transmettre un bien, la nue propriété vaut également 50%. Vous allez transmettre le bien pour 50% de sa valeur. Au moment de votre décès, l'usufruit s'éteint. L'enfant devient pleinement propriétaire du bien immobilier. Il ne paye aucune taxe sur la valeur de l'usufruit. Donc, en fin de compte, il aura reçu un bien in fine en pleine propriété, mais pour une valorisation à 50% de la valeur. Le barème fiscal, donc, il fonctionne par tranche de 10 ans. Plus vous vieillissez, moins votre usufruit a de valeur. Donc, entre 51 et 61, vous avez un usufruit à 50%. 51, 61, 71, votre usufruit ne vaut plus que 40%. 71, 81, 30%. 81, 91, 20%. Au-delà de 91 ans, 10%. Parfois, on vient nous voir, mais trop tard, quand la personne a plus de 91 ans, le gain sur 10%, on leur dit, non, malheureusement, avec toutes les autres taxes de publicité foncière, etc.,
le gain n'est pas suffisamment important pour que ça en vaille la peine. Par contre, il faut être aussi vigilant parce que quand vous allez donner un bien en nue propriété, vous n'êtes plus seul propriétaire du bien. Et si vous aviez besoin de vendre ce bien, vous avez besoin de l'accord de celui qui aura reçu, le donataire, vos enfants, une autre personne. Et du coup, il faut bien regarder son patrimoine et regarder les biens qui sont le plus susceptibles d'être donnés. En général, la donation sur la résidence principale est plutôt déconseillée parce que c'est votre logement. Si vous avez besoin d'en disposer pour acheter plus petit, pour partir en maison médicalisée, etc., vous aurez nécessairement besoin de le vendre. Si vous avez le désaccord dans vos enfants, vous êtes coincé. Et vous aurez besoin peut-être aussi des liquidités procurées par le prix de vente pour payer la maison, le nouveau bien. Donc, il faut être vigilant. C'est très intéressant fiscalement, mais attention, de quoi avons-nous besoin par la suite? Après, en termes de fiscalité, donc, les enfants bénéficient actuellement d'un abattement de 100 000 euros. 100 000 euros qui est disponible tous les 15 ans. Donc, une fois qu'il a été utilisé, il faut attendre les 15 prochaines années. Enfin, au bout de 15 ans, on ne le récupère pas au fur et à mesure. C'est de date à date pour à nouveau pouvoir transmettre 100 000 euros. 15 ans, c'est long. À un moment, on était passé à 6 ans sous Sarkozy avec des abattements qui étaient bien plus intéressants parce qu'on avait jusqu'à 159 000 et quelques euros. Ça a baissé. On est à 100 000 et tous les 15 ans. Donc, c'est sûr que plus on anticipe, plus déjà on a un usufruit élevé et une propriété faible, et plus on va pouvoir utiliser à nouveau ces 100 000 euros. D'autre part… 100 000 euros qui pourraient évoluer dans les mois à venir, c'est ça, en fonction Alors, des… voilà. On a une question, je t'interromps parce qu'effectivement, on a eu une question par rapport au programme des deux candidats qui restent en lice. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot sur l'évolution qui pourrait, après, c'est effectivement, ça n'est que du conditionnel, mais quels sont les changements qui pourraient être opérés suite aux élections de dimanche? Alors, les deux candidats ont prévu a priori des mesures qui seraient favorables en termes d'abattement, une augmentation de l'abattement et également favorable, parce que là on parle souvent en ligne directe, etc., mais les abattements aussi au profit des neveux et nièces notamment sont très faibles, parce que là on parle d'abattement de 7 967 euros et ça viendrait à bouger également. Après, à voir, est-ce qu'ils vont mettre en œuvre leurs mesures? Moi, je pense que certains, du coup, attendent, voir ce qui va se passer. Ce que je dis à mes clients, c'est si pour l'instant, vous avez déjà utilisé les abattements, jamais utilisé les abattements, autant profiter de ce qu'on sait qui existe, quitte à, le jour où ça change, réutiliser immédiatement ce qui devient disponible. De mon point de vue, c'est dès qu'il y a quelque chose de disponible, il faut en profiter. Il faut l'utiliser parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir se sera fait. Est-ce que ça va diminuer? Est-ce que ça va augmenter? Voilà, en tout cas, ce qui est disponible, il faut le prendre. L'abattement, c'est bien 100 000 euros par parent et par enfant. Donc, ça peut vite monter. Plus on a d'enfants, et forcément, plus on a d'abattement disponible et plus on peut transmettre. Au-delà des 100 000 euros, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas transmettre, ça veut dire qu'il y aura des droits de donation à régler à l'administration fiscale. Le barème est progressif, on a des toutes petites tranches, 5, 10, 15%, et très rapidement, à partir de 15 900 et quelques euros, on arrive dans la tranche à 20% qui va jusqu'à 552 000. C'est pour ça que souvent on dit les droits de donation, c'est 20%, parce que très rapidement, on arrive dans cette tranche et on y reste. Une petite précision, quand on donne un bien en nue propriété, par rapport à l'impôt sur la fortune immobilière, c'est l'usufruitier qui doit continuer de déclarer le bien pour la totalité en pleine propriété. La donation en nue propriété ne permet pas de faire sortir le bien de son IFI, ni d'en déclarer que l'usufruit. C'est l'usufruitier qui déclare la totalité en pleine propriété. Pour sortir le bien de l'IFI, il faut soit le transmettre en pleine propriété, soit on trouve parfois faire des donations d'usufruit temporaire, dire je vais donner pour une certaine durée l'usufruit à mon enfant, puis après il retourne dans le patrimoine et voir après ce que la personne veut faire. Voilà, ce sont les seuls moyens. Un autre type de donation, toujours les donations de sommes d'argent.
Quand on donne des sommes d'argent, si on répond à certaines conditions, on peut bénéficier d'un abattement complémentaire qui est de 31 865 €. Pour bénéficier de cet abattement, les conditions sont les suivantes. Le donateur, celui qui donne, doit avoir moins de 80 ans. Le donataire, celui qui reçoit, doit avoir plus de 18 ans. Il faut donner de l'argent. Donc, ça n'est pas possible si c'est un bien immobilier, si ce sont des parts de société, si c'est des actions, etc. C'est vraiment une somme d'argent et il faut que la donation soit enregistrée dans le mois qui suit la remise de la somme d'argent. La donation de somme d'argent, souvent vous connaissez les imprimés fiscaux que vous complétez soit sur Internet, soit par écrit et puis vous envoyez ensuite à l'administration fiscale. Mais sachez qu'on peut aussi faire des donations-partage de sommes d'argent tout en utilisant cet abattement. Donc le notaire se charge d'utiliser cet abattement, de faire la déclaration, vous signez l'acte et on s'occupe de faire l'enregistrement. Et on bénéficie de la donation-partage, du principe d'une donation-partage. Cet abattement, on le connaît entre enfants et parents, mais sachez qu'il existe également entre petits-enfants et grands-parents, avec les mêmes conditions d'âge, mêmes conditions d'enregistrement, et il faut que ça soit de l'argent. Et dans ces cas-là, donc les grands-parents, à l'égard de leurs petits-enfants, ils ont deux abattements. Ils ont l'abattement, quelle que soit la nature des biens, de 31 865 €, mais également l'abattement de somme d'argent de 31 865 €, avec les conditions qu'on a indiquées. Mais souvent, on pense qu'il n'y a qu'un seul abattement, mais non, il y en a deux, à condition de répondre à certaines conditions. Donc là, c'est en ligne directe. Tout ce qui est en ligne indirecte, on est vraiment beaucoup plus lourdement taxé. Parce que dès lors qu'on veut transmettre à un frère ou une sœur, on est sur des abattements qui sont de 15 932 €. Neveu et nièce, on est de l'ordre de 7 967 €. Et ensuite, les taux de taxation entre frères et sœurs, on est 45%, 35 et 45%. Ensuite, neveu et nièce, on est à 55%. Et au-delà, vous êtes taxé à 60%. Donc, attention, ça coûte cher dès lors qu'on n'est pas en ligne directe. On va dire que ça coûte encore plus cher. Petite précision en plus concernant les petits-enfants. Je vous ai dit en matière de donation, l'abattement il est de 31 865 €. En matière de succession, l'abattement entre grands-parents et petits-enfants, il est de 1 594 €. Du coup, il est bien plus intéressant de transmettre un petit-enfant par donation que par succession, parce qu'on n'est pas sur les mêmes montants. Donc, la taxation sera plus intéressante en matière de donation, la transmission. Est-ce qu'il y a un critère d'âge? On nous a posé la question sur les critères d'âge entre grands-parents et petits-enfants sur les donations. Alors, donc il y a un abattement sans aucun critère. Il y a une fois 31 865, peu importe la nature des biens, peu importe l'âge des grands-parents, des petits-enfants, etc. Et un autre abattement de 31 865, mais celui-ci avec des critères d'âge. Moins de 80 ans, plus de 18 ans, somme d'argent, enregistrement dans le mois. Voilà. Donc, il y a deux abattements qui existent. Il y en a un, lui, c'est quand on veut. Sans critère d'âge. Ok, très bien. Ensuite, sachez qu'il est possible également, il y avait une question qui était posée dans ce sens-là, on peut renoncer au bénéfice d'une donation. C'est-à-dire que c'est possible en matière de succession de dire j'hérite de mon parent, mais c'est vrai qu'on hérite de plus en plus tard, donc les besoins ne sont plus forcément là. Et au contraire, on est dans un moment où on commence déjà à transmettre les biens à ses propres enfants. Donc se dire j'hérite de quelque chose et je vais retransmettre à mes enfants, autant que je renonce tout de suite à la succession qui me revient, pour que ça soit transmis directement à mes enfants. Ils vont se partager mon abattement, ils vont se partager des tranches, etc. Donc, d'un point de vue fiscal, ça ne coûte pas plus cher, c'est même plus intéressant. Et en plus, on n'utilise pas son propre abattement envers ses enfants. Donc, on garde sa possibilité de transmettre à ses enfants. Très intéressant. Et c'est possible également en matière de donation. On peut faire ce qu'on appelle des donations-partage transgénérationnelles. C'est-à-dire qu'une personne souhaite donner à ses enfants et un ou plusieurs enfants, mais pas forcément tous. Il y en a certains qui peuvent dire « Écoute, moi, j'ai assez,
ce que tu me donnes, je vais le transmettre à mes enfants, ou bien ça va me faire passer à l'IFI, j'ai pas envie, etc. Donc, je souhaite que ce soit mes enfants qui héritent, qui bénéficient tout de suite de ma part. Et à ce moment-là, on fait une partie de la donation qui va être en transgénérationnel. Ce sont les enfants de l'enfant qui devait être gratifié qui vont bénéficier de la donation. Plusieurs intérêts fiscaux. Les petits-enfants, ils vont utiliser leur abattement de 31 865 € par rapport à leurs grands-parents. C'est-à-dire que l'enfant qui a décidé de ne pas recevoir, il garde son abattement de 100 000 € envers son parent qu'il pourra utiliser au moment de la succession. Donc là, il y a un gain. Et en plus, l'enfant qui a décidé de ne pas recevoir, il garde aussi la possibilité de transmettre à son enfant autre chose avec son abattement de 100 000 € qu'il a à l'égard de ses enfants. Donc ça permet, on fait un saut de génération et on y gagne d'un point de vue fiscal. Et puis ça peut aider ses enfants qui, eux, par contre, sont en âge d'investir, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les donations-partage transgénérationnelles. Un dernier cas de figure de donation que j'évoque très brièvement, c'est ce qu'on appelle pour les transmissions d'entreprise. Vous avez une entreprise que vous souhaiterez transmettre à vos enfants. Vous bénéficiez là, dans ce cas-là, d'une possibilité d'exonération de 75% de la valeur de ce que vous transmettez. Mais pour ça, il faut avoir des conditions particulières et notamment des engagements de conservation qui sont individuels et collectifs d'une certaine durée. Là, c'est beaucoup plus technique. Donc, là-dessus, il faut aller voir votre notaire pour vraiment voir si vous rentrez dans la catégorie et faire les actes nécessaires au préalable à la transmission et postérieur à la transmission pour justement commencer tout ce qui est engagement collectif et engagement individuel et pouvoir bénéficier de cette exonération de 75%. Il existe d'autres exonérations que je n'évoque pas, tout ce qui est les baux à long terme, les bois et forêts, etc., qui sont très particuliers. Je vais évoquer maintenant les contrats d'assurance vie. Juste un point, excuse-moi, Aurélie, puisqu'on a eu plusieurs questions. On est submergé de questions, je tiens à le dire. En tout cas, c'est une thématique qui intéresse énormément les participants et je les remercie tous. On n'a jamais eu autant de questions, donc on ne pourra pas toutes les relayer, j'en suis désolé, mais on essaie d'en relayer le maximum. Et on a eu plusieurs questions autour des cadeaux, des présents d'usage. Qu'est-il possible de faire en termes de montant, de fréquence, montant par enfant, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Parce qu'on a eu plusieurs questions sur cette thématique. Oui, bien sûr. Les présents d'usage. Donc, déjà, le conseil que je vous donne, c'est toujours de les faire à une occasion particulière. Il faut que ça soit à Noël, que ce soit un anniversaire, il faut que ça soit une réussite à un examen, il faut que ça soit un mariage, il faut qu'il y ait une raison, il faut être capable de l'expliquer. Ensuite, en termes de valeur, il n'y a pas de règle, il n'y a pas une loi qui dit vous pouvez faire un cadeau jusqu'à un certain montant. On va dire qu'il y a une tolérance de l'administration fiscale, normalement, qui est proportionnelle à vos revenus, à vos moyens financiers. Ce que j'ai en général, c'est qu'un chèque à ses enfants de 5 000 € au moment de Noël, ça passe. Ça passe, 5 000 € à Noël, 3 000 € à un anniversaire, je trouve que ça passe. Après, il y a parfois des façons de faire autres. C'est payer des meubles à un enfant qui vient de s'installer. Il y a des choses comme ça qui sont des beaux cadeaux, moins visibles d'un point de vue fiscal, qui passent mieux et qui peuvent être du coup pour des montants supérieurs. Voilà. Ok. Mais retenir l'occasion particulière. Parfait. Les 5 000, 3 000. Parfait. Merci Aurélie. Et je continue sur les contrats d'assurance vie. Donc, les contrats d'assurance vie, ça peut être un bon moyen de transmission pour diminuer la fiscalité successorale et sans se démunir tout de suite de ses biens. Parce qu'en fait, vous allez souscrire un contrat, vous allez mettre de l'argent dessus, mais vous avez toujours cette possibilité de rachat. De dire à un moment, si vous avez des besoins financiers, eh ben, je vais faire un rachat sur mon contrat d'assurance vie parce qu'en fin de compte, j'ai envie d'investir dans un bien, parce que ma retraite n'est plus suffisante, j'ai pas assez d'économies, j'ai besoin de cet argent. Et pour autant, tout l'argent qu'il y aura sur ce contrat d'assurance vie, vous aurez désigné des bénéficiaires et la fiscalité dépendra alors de la date à laquelle vous avez souscrit votre contrat d'assurance vie et de l'âge que vous aviez au moment où vous avez versé de l'argent dessus. Pour les très vieux contrats,
les contrats souscrits avant 91 sont des contrats qui sont très intéressants. Ils sont quasiment tous exonérés de fiscalité. Donc, ceux-là, ils sont parfaits. Les contrats souscrits après, pour toutes les primes qui vont être versées avant vos 70 ans, chaque bénéficiaire aura un abattement de 152 500 €. Chaque bénéficiaire. Donc, quel que soit votre lien de parenté. Donc, chaque enfant, 152 500 €. Si c'est un neveu, le même montant. Au-delà, la taxation, elle sera de 20% jusqu'à 700 000 €. Et au-delà, 31,25%. Donc, c'est toujours très intéressant. Parce que si vous avez un patrimoine important et qu'en matière de droit de succession, vous atteignez des tranches à 30, 40, 45%, vous avez tout intérêt à mettre sur votre contrat d'assurance vie pour lequel la taxation sera à 20% jusqu'à 700 000 et au plus à 31,25%. Et si la transmission n'est pas en ligne directe, où là où vous avez des taxations de l'ordre de 45, 55, 60%, le contrat d'assurance vie reste très intéressant. Par contre, pour tous les versements que vous allez faire après vos 70 ans, ça devient nettement moins intéressant parce qu'il n'y aura pas un abattement par bénéficiaire, mais un abattement global de 30 500 € à se partager entre tous les bénéficiaires. Et au-delà, il y aura de la fiscalité qui sera la même que le droit successoral. Du coup, à ce moment-là, il vaut vraiment mieux verser avant 70 ans. Dès lors aussi qu'on a les possibilités, les moyens pour verser cet argent-là. Voilà, sur les contrats d'assurance vie. Et ensuite, au niveau des clauses bénéficiaires, sachez qu'elles peuvent être très travaillées. On peut mettre soit une personne, soit plusieurs personnes, prévoir qu'en cas de renonciation de l'un, ce sont ses enfants, ce qui lui donne la possibilité de transmettre aussi le patrimoine à ses enfants, de faire des clauses en démembrement de propriété, de dire que le conjoint en aura l'usufruit, les enfants la nue propriété. Voilà, il y a énormément de possibilités qui permettent d'anticiper la transmission de ce qu'il y aura sur le contrat d'assurance vie au moment du décès. Les clauses, elles peuvent être faites. Donc, elles peuvent être travaillées avec le notaire et ensuite directement déposées auprès de la compagnie d'assurance, ou bien elles peuvent être dans le testament et vous dites à la compagnie d'assurance, voir avec chez le notaire mon testament pour la clause bénéficiaire, ce qui vous laisse la possibilité de changer assez facilement les clauses bénéficiaires en fonction des nécessités des uns et des autres, etc. Donc voilà, aussi succinctement possible, la transmission des enfants. Ouais, merci beaucoup Aurélie, l'exercice n'est pas simple, en tout cas c'était très intéressant et très clair, et une fois de plus ça passionne nos participants, donc c'est vraiment super. Sur les clauses bénéficiaires, juste un point, effectivement on est là, notre équipe de conseillers est également évidemment là pour vous accompagner sur cette thématique ô combien importante. Voilà ce que vous pouvez dire. Un sujet qui est revenu dans plusieurs des questions autour de la société civile et de la société civile immobilière en particulier. Ça tombe bien, je crois, Pierre, parce que tu vas nous éclairer sur cette thématique. Merci, je te laisse la parole. C'est bien ça. Je vais vous parler un peu des SCI qui sont un outil très intéressant et sur lesquels on est assez souvent interrogé, qui peut avoir une vraie utilité, mais qui est quand même à manier avec précaution. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, bon, les avantages de la SCI, alors il y en a au niveau fiscal et puis il y en a aussi au niveau de la transmission. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que de manière générale, le fait de détenir un bien immobilier via une SCI permet d'appliquer une légère décote sur la valeur du bien, parce que là, on considère que le bien est moins liquide que s'il était détenu en direct. Donc il y a une décote qui peut être appliquée, prudente, de 10 à 15%. Nous, on est plutôt prudent là-dessus. C'est à l'appréciation de l'administration fiscale toujours. Donc ça permet quand même au niveau de la transmission, que ce soit pour une donation ou pour une succession, d'avoir une petite décote sur la valeur du bien transmis et donc une assiette fiscale un peu moindre. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième avantage de détenir un bien en SCI, c'est que si le bien a été acheté avec un emprunt bancaire, l'emprunt qui est assumé par la SCI est pris en compte dans la valeur des parts. Et donc si on transmet un bien avec un emprunt en cours détenu par la SCI, c'est bien la SCI qui l'a acheté, on va pouvoir aussi transmettre ses parts pour une valeur moindre
enfin tenant compte en tout cas de l'emprunt non encore remboursé. Donc ça, c'est aussi un bel avantage. Alors les avantages de la SCI, c'est un peu au cas par cas, il faut vraiment étudier le cas de chaque client qui nous en parle. Il y a quand même, moi j'ai isolé 3 cas qui sont intéressants, qui recoupent pas mal de situations. Donc le premier cas où on peut avoir envie de faire une SCI, c'est quand les parents sont déjà propriétaires d'un bien immobilier, qui souhaitent le transmettre en nue propriété à leurs enfants, mais qui veulent quand même garder un pouvoir complet sur le bien. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir, alors c'est pas tellement un intérêt fiscal, c'est plutôt un intérêt de gestion et de pouvoir du bien, c'est en fait de dissocier la propriété du pouvoir de gestion sur le bien. Donc vous pouvez apporter le bien immobilier à une SCI, transmettre la quasi-totalité de la nue propriété des parts à vos enfants, vous gardez au moins l'usufruit des parts et une part au moins en pleine propriété, et vous vous mettez gérant. On peut aménager les statuts pour avoir un maximum de pouvoir pour les gérants usufruitiers. Et donc, vous avez transmis tout en gardant la gestion des biens et vos enfants, voilà, n'ont pas trop leur nez à mettre, disons, dans la gestion du bien. Donc ça peut répondre à une première problématique, transmettre, mais garder la main quand même. Donc ça, c'est le cas où on est déjà propriétaire d'un bien immobilier. On peut aussi avoir l'utilité de la SCI dans l'hypothèse où on veut acheter un bien, on veut investir dans un bien locatif et en même temps mettre tout de suite ses enfants avec soi pour qu'ils puissent à terme en profiter. En fait, donc l'hypothèse, c'est de créer une SCI avec un capital social faible, voilà, symbolique, qui fait que les enfants qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus ou beaucoup d'argent à investir peuvent acheter, enfin peuvent avoir un nombre de parts assez important sans investir une somme importante. Ils peuvent avoir la majorité des parts. C'est la SCI qui achète et c'est la SCI qui emprunte. Du coup, on bénéficie de l'effet de levier de l'emprunt bancaire, c'est-à-dire que la SCI achète, la SCI emprunte, et les revenus générés par le bien qui est loué viennent rembourser l'emprunt. Donc, le bien se rembourse tout seul par les loyers, et les enfants qui, eux, ont une grande partie des parts, tout en ayant investi très peu, vont bénéficier de cet effet de levier de l'emprunt, sans rien faire vraiment, en fait, juste en laissant l'emprunt se rembourser tout seul, et à terme, ils auront la majorité des parts de la SCI, sauf que la SCI, elle aura remboursé la totalité de l'emprunt, et donc ils auront, au final, une bonne partie du bien dans leur patrimoine via cette SCI. Donc ça permet de faire bénéficier à ces enfants d'un effet levier de l'emprunt, auquel ils n'ont pas forcément accès, puisque les banques ne sont pas toujours très enclines à leur prêter s'ils n'ont pas les revenus suffisants au début. Alors ça suppose évidemment que la banque vous suive sur ce schéma, et la banque demandera bien généralement aux parents qui ont les revenus de se porter caution pour avoir une bonne garantie sur le remboursement de l'emprunt. Donc ça, c'est une bonne solution, ça permet d'investir et de mettre tout de suite ses enfants dans une société civile pour qu'à terme, ce soit bien eux qui soient majoritairement propriétaires du bien. Et puis, il y a une autre hypothèse qui est intéressante, qui est parfois pas facile à mettre en place, mais qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle l'OBO, c'est l'opération de refinancement, c'est-à-dire que c'est aussi le cas où des parents possèdent déjà un bien immobilier qui est lui-même générateur de revenus. Et dans ce cas-là, on peut faire le même système, c'est-à-dire qu'on crée une société civile avec un capital social faible, donc les enfants peuvent venir dedans facilement. Et on vend, en fait, les parents font ce qu'on appelle un apport à titre onéreux, c'est-à-dire qu'ils vendent à la SCI le bien immobilier dont ils sont propriétaires. Donc les parents font une opération de refinancement, un cash out, donc ils récupèrent du cash pour faire ce qu'ils veulent. Et en parallèle, donc la SCI s'endette pour payer ce prix. Encore une fois, ce sont les revenus générés par les biens, donc les loyers, qui remboursent l'emprunt, et on retrouve le système de l'effet levier qui fait que les enfants finalement vont devenir à terme propriétaires d'un bien
sans avoir fait grand-chose, juste en ayant laissé les loyers rembourser l'emprunt bancaire. Donc là, on a un double système, un double bénéfice qui est opération de refinancement pour les parents, et puis transmission aux enfants qui, à terme, sont propriétaires de la quasi-totalité du bien, puisqu'ils ont eu la quasi-totalité des parts. Même remarque pour le système précédent, il faut que la banque vous suive, c'est ça le premier sujet en fait, et que vous soyez OK le plus souvent pour être caution, que les parents soient OK pour être caution personnelle de l'emprunt bancaire. Donc voilà, ça c'est des schémas qui sont les plus souvent retrouvés, mais voilà, c'est vraiment à chaque fois une appréciation au cas par cas en fonction de la situation des clients. La seule chose sur laquelle je veux quand même insister, c'est que la SCI, c'est aussi un système qui contient un certain nombre d'inconvénients et il faut bien quand même en avoir conscience dès le début. C'est-à-dire que la SCI, c'est une personne morale, elle a une vie propre, donc elle doit avoir une vie juridique, c'est-à-dire qu'il faut faire des assemblées générales annuelles, et puis elle a une vie comptable, c'est-à-dire qu'on doit tenir une comptabilité. Si ce n'est pas fait, en principe, voilà, l'administration fiscale pourrait dire que cette société est fictive et donc remettre en cause la totalité du montage. Donc ça, c'est quand même une chose importante à avoir en tête avant de se lancer là-dedans. Le montage de la SCI, ça a aussi un coût. Vous avez la rédaction des statuts, le coût des apports éventuels, c'est pas totalement négligeable. Et puis, quand vous apportez un bien à une SCI, il ne faut pas oublier aussi que potentiellement, ça génère un droit de préemption pour la mairie si on est dans une zone concernée, que potentiellement ça génère un impôt sur la plus-value si ce n'est pas sa résidence principale ou si on a le bien depuis moins de 30 ans. Donc ça aussi, attention aux impacts fiscaux qui peuvent arriver. Si c'est votre résidence principale, vous le mettez en SCI, vous perdez l'abattement de 30% sur votre déclaration d'IFI, le cas échéant. Donc voilà, il y a un certain nombre de pièges à avoir en tête avant de se lancer dans cette opération. Oui, et le dernier inconvénient que je ne voulais pas oublier, c'est qu'il n'est pas envisageable de faire de la location meublée avec une société civile immobilière. La location meublée, c'est une activité commerciale. La société civile, elle est civile. Et donc, par définition, c'est incompatible. Et il faut l'avoir en tête dès le début avant de se lancer dans la création de sa SCI. Voilà. Merci beaucoup Pierre, c'était très clair également. On a eu vraiment plusieurs questions, de nombreuses questions autour de la SCI. J'en ai une, je vais t'en relayer une simplement. Je suis désolé pour tous les autres, on fera le nécessaire pour y répondre ultérieurement. Les montages que vous évoquez concernent-ils les SCI à l'IR et à l'IS ou seulement un des deux cas? Non, ça concerne les deux cas. C'est le principe de la société civile. En effet, après, vous avez deux fiscalités possibles, mais la SCI, ce que j'ai évoqué concerne la SCI de manière générale. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup Pierre. Un dernier mot Aurélie sur la quatrième thématique identifiée. Oui, sur le droit international. Un bref mot sur le droit international. Quelques réflexes à avoir. Donc, il y a les règles qui vont s'appliquer en matière civile et les règles qui vont s'appliquer en matière fiscale. Donc, si vous êtes résident, en matière de succession, la loi applicable, la loi qui déterminera qui sont les héritiers, ça sera la loi du dernier domicile du défunt. Donc, si vous habitez en Italie, ça sera la loi italienne qui déterminera qui sont les héritiers. D'un point de vue fiscal, ça sera... En fait, on va déterminer en France, pour savoir quel est l'impôt qu'il y a à payer, il y a un article du Code général des impôts qui indique, selon que le défunt réside en France, réside fiscalement en France ou à l'étranger, selon que les héritiers résident fiscalement en France ou à l'étranger, quels sont les biens qui vont faire l'objet d'une fiscalité en France, quels sont les biens que la France a le droit d'imposer. Et en plus de ça, il y a des conventions fiscales qui existent, pas avec tous les pays, mais en matière de succession, il y en a quand même un certain nombre. Et les conventions fiscales vont en plus de ça dire, tel bien, il fera l'objet de fiscalité dans ce pays-là. Souvent, ce qui se passe, c'est que les biens immobiliers font l'objet de fiscalité dans leur pays de situation, dans leur lieu de situation. Les avoirs financiers, plus dans le lieu de résidence de la personne qui est décédée. Et après, il y a des règles qui existent pour éviter les doubles impositions, soit un calcul d'un taux moyen qui s'applique, soit une imputation des droits payés dans l'autre pays qui s'applique
dans ce cas de figure. Donc en matière de succession, beaucoup de conventions fiscales, nettement moins en matière de donation, parce qu'il n'y en a que 7, qu'avec 7 pays. Et de ce fait, si vous faites des donations de biens à l'étranger, vous vous exposez potentiellement à une double imposition à l'étranger et en France. Donc bien se renseigner de ce point de vue-là, et parfois il vaut mieux attendre la succession pour éviter cette double imposition. 2 pays avec lesquels il n'existe pas de convention fiscale et pour lesquels on pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait, avec le Portugal, il n'existe pas de convention fiscale, et avec la Suisse, elle a été dénoncée, donc il n'existe plus de convention fiscale. Sinon, avec les pays limitrophes, il existe des conventions fiscales. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner, à poser la question. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on peut désigner la loi qu'on souhaite voir applicable en matière successorale, c'est-à-dire que vous êtes de nationalité française, vous habitez en Italie, vous pouvez faire un testament en disant « je souhaite que ce soit la loi française qui s'applique ». Mais ça sera uniquement d'un point de vue civil et pas d'un point de vue fiscal. Donc, vous ne pouvez pas éviter l'impôt, ce serait plutôt l'inverse, on voudrait désigner la loi italienne plutôt que la loi française en matière fiscale. Ce n'est pas possible, c'est uniquement en matière civile. Parfait, parfait, parfait. Écoutez, en tout cas, c'était très clair. Je suis très heureux d'avoir pu adresser cette thématique avec vous aujourd'hui, qui, une fois de plus, a rencontré un très, très beau succès, tant au niveau de la participation que du nombre de questions. Une fois de plus, je suis désolé pour tous les participants qui ont posé des questions à laquelle on n'a pas répondu. On a déjà répondu à pas mal de questions au cours du webinaire. On ne va pas s'octroyer un temps de questions-réponses parce que là, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble. On fera le nécessaire, en tout cas, dans un temps ultérieur pour répondre aux différentes questions qu'on n'a pas encore adressées au cours de cet événement. Vous aurez accès au replay très prochainement, dès demain, pour revoir ou partager ce webinaire à certains de vos proches. N'hésitez pas, bien sûr. Et puis, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller Grisby, comme l'a évoqué tout à l'heure Étienne. Si vous avez des réflexions en cours sur cette thématique, il n'est jamais trop tôt pour s'en préoccuper. Et vous l'avez vu notamment avec les grilles de répartition entre la nue-propriété et l'usufruit. Plus on anticipe la transmission, plus c'est intéressant d'un point de vue fiscal. Voilà, je remercie très chaleureusement Pierre et Aurélie une nouvelle fois d'avoir participé. C'était très intéressant et je pense, mon petit doigt me dit qu'on fera un autre épisode, un autre moment au regard de toutes les questions qui ont été remontées. Merci à tous et bonne soirée, à très bientôt. Merci. Au revoir.